Salut à tous, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, comme tu peux le voir j'aime bien tourner l'hiver. Donc aujourd'hui je refais une nouvelle vidéo parce que je suis en train d'acquérir 1 hectare 2 ou 3 supplémentaires. Donc pour agrandir un petit peu mon terrain. Et entre deux, depuis l'autre vidéo, j'ai eu beaucoup de monde, que ce soit en commentaire ou au niveau de mes amis et de mes proches, qui m'ont demandé comment je faisais pour trouver mes terrains. Et surtout combien ça coûte. Donc dernièrement on m'a dit t'es pété de thunes toi pour acheter ton terrain. Vous allez voir que pas besoin du tout d'être pété de thunes. On parlera également réglementation, c'est très important par rapport à la chasse surtout. Je vous retrouve tout de suite à l'intérieur, à tout de suite. Et donc on se retrouve au show pour aborder un petit peu ce qui a été vu en introduction et les questions qui m'ont été le plus souvent posées. Qu'est-ce que tu vas faire de ces terrains et d'autant de surface? Alors je vais tenter de répondre très clairement de deux points de vue. Le point de vue capitaliste et le point de vue de l'amoureux de la nature. Si vous êtes capitaliste, le principe est clair, la rentabilité. Pour cela, deux principes. La rentabilité à court terme et la rentabilité à long terme. Commençons par cette dernière. En espérant ou en misant sur le fait que votre ou vos terrains vont devenir constructibles un jour, vous pouvez facilement espérer devenir millionnaire selon la région où vous vous trouvez. Je vous donne l'exemple autour de chez moi. Un terrain constructible vaut en moyenne 100 000 € les 1000 m². Donc si vous achetez 1 hectare, le principe est que vous revendez 10 000 m², donc en moyenne pour 1 million d'euros. Ça, c'est pour le long terme. Concernant la rentabilité à court terme, vous avez plusieurs possibilités. La première étant de louer votre domaine. De nombreux chasseurs cherchent à louer, des apiculteurs, de jeunes gens voulant pratiquer du paintball ou de l'airsoft, faire de la motocross, passer quelques temps sur votre terrain avec une tiny house ou sous une tente, etc., etc. Pour tout ce que je viens de citer et tout ce qui peut vous venir à l'esprit, pensez à bien regarder le PLU pour voir ce qui vous est permis de faire ou non. Pour poursuivre avec la rentabilité à court terme, vous pouvez également créer une société d'agroforesterie ou bien encore faire de l'exploitation de bois. Mais si vous n'êtes pas spécialement capitaliste, voire même carrément anticapitaliste, écolo, amoureux, transi de la nature, antisocial et autres, acheter une forêt est juste parfait. Vous pouvez y habiter si vous avez envie, vous pouvez vous retrouver au calme, mettre des ruches, avoir votre tiny house, ou que sais-je, dans le respect de la nature et en évitant que cela devienne un jour du bitume. Attention, toutefois, il n'y a généralement pas d'arrivée d'eau et d'électricité. Ce sera à vous de faire la demande si vous en avez envie. Donc je vous précise tout de même que pour vous installer sur votre terrain de manière principale, même s'il existe un bâtiment sur ce terrain, vous ne pouvez pas forcément légalement vous y installer. Il faudra faire un changement de destination qui sera malheureusement quasiment systématiquement refusé par la préfecture ou la mairie. Surtout si vous êtes vraiment loin des autres habitations, qu'il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Bon, en tout cas, dans les deux cas, capitaliste ou pas, une chose essentielle à mes yeux, c'est que ceux ou ces biens seront légués à vos enfants. La deuxième question qu'on me pose régulièrement concerne le prix. Donc, comme je l'ai dit en introduction, de nombreuses personnes semblent penser que ça coûte un bras, voire un rein. Il faut savoir ce que vous voulez acheter comme terrain. Il n'en existe que de deux sortes, terrain agricole et terrain forestier. Et j'insiste bien là-dessus car j'apprends aussi de mes erreurs et de mon parcours. Lorsque vous allez parcourir les annonces, vous en verrez de nombreuses indiquant terrain de loisirs. Donc attention, un terrain de loisirs n'a aucune valeur légale au moment où je tourne cette vidéo. Il n'existe encore une fois que deux sortes de terrains, agricoles ou forestiers. Je vous précise ici que le prix d'un terrain agricole, en moyenne nationale, est un peu plus élevé que le prix d'un terrain forestier. Donc une fois que vous savez ce que vous souhaitez, vous devez vous poser encore une question. Est-ce que vous voulez un terrain qui soit déjà constructible ou non constructible? Donc bien entendu, un terrain constructible sera bien plus cher qu'un terrain non constructible. Attention encore une fois, terrain non constructible, ça veut simplement dire que vous n'avez pas le droit de construire quoi que ce soit dessus. Et non pas qu'aucun bâtiment ne doit être présent. Si une ancienne cabane ou habitation est présente sur le terrain, c'est pas votre problème, parce que c'est pas vous qui l'avez construite, c'était déjà là en fait quand vous avez acheté, donc normalement vous pourrez en jouir pleinement. Donc vous l'avez compris, l'idéal c'est d'investir dans un terrain qui soit non constructible où se trouve déjà une habitation entre guillemets. La moyenne nationale actuelle pour un terrain agricole est de 6 000 € l'hectare.
Donc vous pouvez trouver les prix sur www.terre-net.fr, je vous mettrai le lien en description. Et pour un terrain forestier, c'est en moyenne 4 000 € l'hectare. Donc je dis bien en moyenne, ce qui fait que vous pouvez trouver bien moins cher. À titre d'exemple, où je me situe, le prix de l'hectare forestier est de 2 500 €. Donc ça c'est le prix du terrain, hein. Bien sûr après il faut rajouter les frais de notaire. Donc pour 2 500 €, vous ne dépasserez pas 3 000 € de frais de prix total pour un hectare de terrain. Donc le prix varie en fonction de l'endroit où vous vous situez, de la présence de gibier ou de certaines essences d'arbres. Vous l'avez compris, de mon point de vue, ça vaut largement le coup d'investir, surtout quand on est jeune. Pour ma part, je n'ai plus de vacances d'été depuis mes 16 ans, j'ai pu mettre de l'argent de côté, ce qui me permet aujourd'hui d'acheter ces biens. Si j'avais su, je n'aurais pas attendu aussi longtemps avant d'acheter. Alors un conseil, c'est cela peu importe votre âge, bougez-vous et achetez. Comme vous l'avez vu plus haut, vous pouvez espérer que cela devienne constructible ou bien le louer. Et si vous êtes amoureux de la nature comme moi, je n'épiloguerai pas davantage. Donc maintenant, on va essayer de s'attaquer au sujet de où et comment trouver. Alors, où trouver ces biens? Donc là, je vais vous le dire directement, partout en France. Il y a de nombreux terrains qui sont à vendre partout sur le territoire et bien souvent, il y a d'anciennes habitations ou ruines dessus. Ça peut être sympa aussi, ça a du charme d'avoir des ruines sur son terrain. Donc par contre, ça se corse un peu sur savoir comment trouver ces terrains. Donc, je vous le dis directement aussi, évitez un maximum Internet pour les petites annonces. Il y a beaucoup de terrains qui sont classés en terrain de loisirs pour pouvoir être vendus plus cher en fait, et comme on l'a vu, ça n'a aucune valeur légale. Et de toute façon, pour la quasi-totalité de ce qu'il y a à vendre, c'est bien au-dessus du prix du marché. Vous pouvez utiliser Internet par contre pour avoir des infos ou connaître ce fameux prix du marché. Regardez-le bien avant de vous lancer. Et si toutefois vous galérez et vous voyez plusieurs informations contradictoires, demandez à votre notaire, il saura vous renseigner. Sans compter que vous pouvez aussi faire part au notaire de votre besoin. Ils sont les premiers à pouvoir proposer à des héritiers d'un terrain la présence d'un acheteur potentiel. Donc dans tous les cas, et ce n'est qu'un avis personnel, je ne mettrai jamais plus de 1 000 € dans 1000 m² et vraiment si le terrain est exceptionnel. Donc maintenant, si vous avez les moyens, vous voulez mettre 10 000 € pour 1000 m², ça c'est votre problème après. Mais du coup, vous créez une offre qui n'est pas forcément en adéquation avec la réalité. Donc une dernière chose, n'oubliez pas également que les personnes qui vendent leurs biens ont généralement un âge assez avancé. Et du coup, ces personnes n'utilisent pas ou très peu Internet. Rien ne vaut un déplacement et de voir directement les choses. Mais attention encore une fois, la recherche d'un terrain par déplacement peut s'avérer coûteux parce que vous dépensez du carburant, du repas, du temps, etc., etc. Et même si vous pouvez trouver des affaires, ça reste quand même aléatoire, rien qu'en vous déplaçant. Donc je vous ai parlé un peu plus tôt de terrains avec d'anciennes bâtisses présentes dessus. Pensez bien à vérifier qu'un bâtiment présent sur le terrain existe aussi sur le cadastre. C'est loin d'être toujours le cas. Car sinon, si le terrain n'apparaît pas sur le cadastre, il peut vous être demandé de le détruire avec la gestion des déchets. Et du coup, selon ce qu'il y a à détruire, ça peut vous coûter très cher. Donc vraiment, vérifiez que ce soit bien présent sur le cadastre. Donc nous l'avons vu plus haut, l'idéal c'est d'avoir un terrain non constructible et il y en a énormément en France. Regardez bien lors de vos balades, si vous voyez des panneaux, des annonces chez les petits commerçants du coin. Si vous partez en vacances, pareil, regardez dans le coin où vous partez en vacances, si ça vous intéresse d'acheter par là, il y a peut-être des annonces également chez les petits commerçants. Donc vous regardez aussi si vous voyez des terrains qui ont l'air à l'abandon. Donc ça se reconnaît à la végétation. Si vous avez généralement des grandes herbes, que c'est complètement en friche, c'est que c'est pas entretenu et donc c'est possiblement à vendre. Donc ensuite c'est simple, une fois que vous avez vu des petites annonces ou alors que vous avez vu des terrains qui ont l'air à l'abandon, vous allez sur le site de Géoportail et vous notez les numéros de parcelles. Et ensuite vous vous renseignez en mairie sur le propriétaire et puis vous envoyez un petit courrier au propriétaire pour lui proposer de racheter son terrain. Vous aurez à peu près 90% de refus, voire plus, mais il ne faut pas baisser les bras et vous finirez bien par avoir une, voire des acceptations. Une fois que vous avez ce terrain en votre possession, les choses peuvent s'accélérer grâce au droit de préemption. C'est comme ça que je suis en train actuellement d'acheter mon second terrain. Mes voisins directs, ils souhaitaient vendre leur parcelle, du coup je me retrouvais prioritaire pour l'acheter et j'ai dit oui. Donc je vais terminer cette vidéo maintenant en vous parlant de quelque chose qui n'est pas toujours plaisant et que l'on apprend souvent à ses dépens, qui est la réglementation. Donc vous avez acquis un terrain, c'est génial, mais il ne faut pas oublier que vous êtes en tant que propriétaire responsable des biens qui le composent et donc des conséquences. S'il y a un arbre qui tombe sur quelqu'un, s'il y a une branche qui tombe, s'il y a un accident plus ou moins grave, vous êtes responsable de ce qu'il se passe sur votre terrain.
Donc je vous recommande vivement de souscrire à une responsabilité civile forestière. Mais ça, c'est souvent compris dans votre assurance habitation. Donc pas de panique, ne vous dites pas que je vais vous faire payer je ne sais quoi. C'est souvent compris dans votre assurance habitation. Donc moi, de mémoire, j'ai droit à plusieurs hectares de terrain non constructible sans aucun paiement supplémentaire en fait. C'est déjà compris dans mon assurance de base. Donc ça, si j'insiste vraiment, c'est que ça peut littéralement détruire votre vie en fait. S'il y a un accident ou un incident, si tout ou partie des protagonistes en fait se retournent contre vous, vous pouvez payer toute votre vie. Donc vraiment, faites attention. Au minimum, investissez dans des panneaux de, je sais pas, cueillette interdite par exemple, propriété privée, ce genre de choses, si vous voulez pas clôturer. Parce que clôturer, ça coûte très cher, ça peut même coûter plus cher que le terrain selon la surface que vous avez à clôturer. Donc au moins, investissez dans des panneaux, quoi. Donc effectivement, après, vous passerez peut-être pour un con, mais c'est privé, c'est à vous. Vous avez dépensé de l'argent pour acheter ce bout de terre et vous en êtes responsable. Donc celui qui est pas content, il a qu'à aller se balader ou chasser ailleurs. C'est clair et net. En tout cas, moi je suis intransigeant concernant mes terrains, c'est à moi, personne n'a à mettre le pied dessus sans mon accord. Donc celui qui est pas content, il va se balader ailleurs, il a qu'à aller sur un terrain public, dans une forêt publique, ou s'acheter un terrain. C'est pas ce qui manque, il n'y a pas de souci, les forêts publiques en France, il y en a beaucoup. Et des terrains à vendre, comme on l'a vu, il y en a aussi beaucoup. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, vous pouvez clôturer, mais clôturer, c'est pareil, ça coûte cher. Et ça peut également être pas terrible pour l'écosystème de la forêt, ça empêche le brassage des animaux correctement en fait. Donc vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, mon terrain actuel il est clôturé, ça a été fait avant que je l'achète. Donc autre chose concernant la réglementation, si vous avez plus de 25 hectares, vous avez l'obligation de faire un plan de gestion. Donc quand je dis 25 hectares, c'est en tout. C'est pas forcément un seul tenant en fait. Vous achetez pas forcément un bien de 25 hectares tout de suite. Vous avez peut-être plusieurs terrains qui font 25 hectares au final. Mais si vous avez moins de 4 hectares, c'est pas compté dans le cumul. Donc pour bien comprendre, si vous avez par exemple 3 terrains de 10 hectares, ça vous fait 30 hectares, bravo. Donc vous avez l'obligation de faire un plan de gestion. Par contre, si vous avez 10 terrains de 3 hectares, vous avez également 30 hectares en tout. Mais vos parcelles faisant moins de 4 hectares ne rentrent pas dans le cumul. Et donc, vous n'avez aucune obligation de plan de gestion. Donc le plan de gestion, c'est simplement ce qui décrit ce qu'il y a sur vos parcelles. Est-ce qu'il y a un intérêt biologique énorme ou pas? Est-ce qu'il y a de la coupe d'arbres de prévu, le renouvellement, tout ça. Ce plan n'engage à rien. C'est indispensable si vous voulez exploiter des coupes d'arbres, attention. Mais toutefois, sachez quand même que à l'heure actuelle, c'est obligatoire uniquement sur le papier. Il n'y a aucune sanction qui est prévue si vous ne faites pas de plan de gestion. Donc après, si vous voulez en faire un vous-même, il doit exister des modèles sur Internet. Si vous voulez le faire, je vous précise quand même que ça coûte environ 1 000 € si c'est fait par un pro. Donc désormais, nous allons parler de chasse. Concernant la réglementation toujours, chaque territoire doit être organisé au niveau de la chasse par ACCA, c'est-à-dire Association communale de chasse agréée. Si on veut que notre forêt ne relève pas d'une zone de chasse, c'est à nous de le faire passer en non-chasse. Pour cela, 2 droits différents. Soit l'opposition territoriale, si votre parcelle fait plus de 20 hectares d'un seul tenant dans la plupart des régions de France, c'est pas le cas dans toutes les régions, mais c'est la majorité. Ou alors opposition de conscience, sans minimum de surface. Là, c'est parce que vous êtes contre la chasse par conviction personnelle. Donc dans ce cas, vous interdisez la CCA, mais également vous-même de chasser. Si vous faites l'opposition de conscience et que vous chassez sur votre terrain, ce sera considéré comme du braconnage, donc illégal. Et ça ne dispense pas de la responsabilité du gibier que vous avez chez vous. Par exemple, vous avez du gibier qui ravage le champ de l'agriculteur. Vous l'avez vu sur ma vidéo précédente, j'ai des champs à côté de ma forêt. Si toutefois je fais une opposition de conscience parce que je suis contre la chasse par conviction personnelle et que j'ai des sangliers qui vont ravager le champ de mon voisin, et l'agriculteur en fait peut se retourner contre moi parce que je ne régule pas la population de ma surface. Alors effectivement c'est compliqué après de justifier que le gibier vient de ma surface et qu'il a saccagé le champ, mais c'est toujours des emmerdes qu'on peut s'éviter. Donc en dessous de 20 hectares, soit la chasse est ouverte à tous les membres de la CCA, soit la chasse est complètement fermée et à vous aussi.
Donc pour voir cette surface de 20 hectares, si vous êtes concerné par 20 hectares plus ou moins, vous allez sur le site de la fédération de chasse du département et ça indique la règle qui prévaut selon où vous vous trouvez. Et enfin, pour terminer, concernant l'exploitation de bois. Si vous coupez rase, la régénération se fera naturellement si c'était peuplé de feuillus. Donc là, vous n'avez strictement rien à faire. Par contre, si c'est du résineux sur votre parcelle, les arbres coupés ne se régénèrent pas et le terrain est acidifié. Donc dans ce cas, vous devez surveiller et vous devez replanter au plus tard dans les 5 ans suite à la coupe. Donc ça peut être pas mal si vous voulez investir quand vous êtes jeune. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont un certain âge qui ont rasé en fait, qui ont tout coupé et qui n'ont pas replanté du tout et qui veulent revendre. Donc dans ces cas-là, ça a un coût de replanter et les terrains à la revente ne sont absolument pas chers. Vous pouvez vraiment trouver des pépites pour une bouchée de pain. Pour 1000 € voire moins, vous pouvez avoir votre hectare. Donc renseignez-vous là-dessus. Si vous voyez un terrain où ça a été coupé ras, si toutefois c'est en vente ou si vous arrivez à proposer un prix, ça peut être très intéressant pour vous. Bon, si vous êtes plus âgé, plus vieux, ça vaut pas forcément la peine parce que le temps que les arbres que vous allez replanter repoussent, bon, voilà. À savoir également, du coup, pour continuer et pour terminer, que vous pouvez avoir des aides financières pour l'achat de plants. Ça, c'est à vous renseigner auprès du département pour l'achat de plants, l'éclaircissement et la replantation d'essences d'intérêt écologique. Et donc pour conclure, je vous dirais de faire attention à la plus-value, parce que moins longtemps vous êtes propriétaire de votre terrain et plus l'État se sert. Donc je crois qu'il vous restera vraiment rien si vous revendez au bout de 3, 4, 5 ans. Donc vraiment si vous achetez, ne vous attendez pas à faire une plus-value. Si vous voulez revendre rapidement votre terrain et qu'il n'y a pas de statut qui a changé, s'il n'est pas passé constructible, vous aurez quasiment rien de plus dans votre poche. Donc merci à tous de m'avoir suivi, ça fait vraiment plaisir, j'espère avoir pu en aider au moins certains d'entre vous. Et je vous retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. Merci encore, bisous bisous.